BFM Business, le club du droit, présenté par Laure Closier. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau club du droit. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de finances. La loi de finances, c'est tous les ans. Édouard Philippe a commencé de parler cette semaine des cadrages pour 2020. Une loi de finances, ça donne les grands équilibres budgétaires, mais ça parle aussi de vos impôts. Qu'est-ce qui a changé cette année? Une année révolutionnaire. On a connu vraiment une petite révolution. Quelles sont les pistes pour l'an prochain? Et puis par principe, puisque ça change tous les ans, comment ne pas se tromper? On va parler d'abus de droit, de fraude. Quelles sont les règles? Comment ça marche pour les particuliers et les entreprises? Avec nous, deux expertes du sujet, Laurence Bridet-Lelon qui est notaire et Nora Vartagnan qui est experte comptable. Restez avec nous sur BFM Business. Dans 20 minutes, vous saurez tout sur la loi de finances. Laurence Bridet-Lelon, bonjour. Vous êtes notaire à Orléans. Nora Vartagnan, bonjour. Vous êtes experte comptable, présidente du comité association de l'Ordre des experts comptables Paris-Île-de-France. On va commencer avec vous. Une loi de finances, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est juste un cadre budgétaire ou c'est plus que ça? Ah non, c'est beaucoup plus que ça. Donc, la loi de finances, juridiquement, c'est bien sûr le vote du budget de l'État. Et aussi, c'est bien sûr accompagné par des mesures fiscales. Et nous, en tant que notaire expert comptable, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr les mesures fiscales qu'on intègre dans l'exercice de notre activité et qu'on met en place et qu'on conseille nos clients en prévoyance de toutes ces mesures. Parce que Laurence Bridet-Lelon, ça change tous les ans. Est-ce que par exemple, en tant que notaire, vous avez tous les ans des clients qui viennent vous voir en vous disant cette année, qu'est-ce qui se passe de nouveau? Je n'en sais rien, expliquez-moi. Ah bah clairement, oui, tous les ans, on a des clients qui s'inquiètent et c'est vrai que ce changement fiscal est source d'instabilité juridique. Donc, mais on est habitué, c'est comme ça depuis un certain nombre d'années. Donc, par exemple, vous êtes spécialisé loi de finances. Vous faites que ça, regardez les changements d'une année sur l'autre? Non, comme tous les notaires, on est obligé d'être spécialisé dans la fiscalité. Après, nous, notre rôle, c'est de joindre la fiscalité et le juridique et de trouver et d'optimiser des schémas pour nos clients. Donc, tous les notaires sont spécialisés en droit fiscal. On est obligé, en fait. Évidemment, mais est-ce que vous particulièrement, puisque vous êtes des spécialistes sur la question, vous scrutez par exemple le discours d'Édouard Philippe d'hier sur 2020 en vous disant bon alors ça c'est pour moi l'année prochaine, ça il va falloir que je travaille dessus? C'est tout à fait ça. En fait, on note ce qui peut être opportun pour nos clients et pour le notaire en général. Donc, on a une lecture très précise de ce qui nous est proposé en fiscalité. Nora Vartagnan, une loi de finances, donc ça change tous les ans. Celle de 2019 est révolutionnaire. Au sens où elle a changé beaucoup de choses. Il y a eu énormément de changements. Le premier, évidemment, le prélèvement à la source. Tout à fait. Mais si on veut être tout à fait exact, ça a été déjà voté à la loi de finances 2018, qui a été repoussée. On a connu les rebondissements. C'est un dossier qui dure depuis longtemps. Exactement. Et quand vous dites on scrute justement les effets d'annonce, ça c'était exactement un exemple flagrant d'effet d'annonce où on suit année après année si ça va être mis en œuvre ou pas. Et en fait, donc, une fois que la loi de finances, elle est préparée, alors pour revenir sur le calendrier, comment ça se passe, pendant l'été, le gouvernement prépare la loi de finances et donc la publie en tant que projet de loi de finances et la dépose à l'Assemblée, au bureau de l'Assemblée générale, au mois d'octobre. Donc c'est tout début octobre. Et entre novembre et décembre, il y a des allers-retours, des navettes, des amendements entre l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, excusez-moi, et le Sénat. Et une fois que c'est... Donc, il y a eu des échanges, ils peuvent ne pas être d'accord, mais c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot et elle est toujours votée avant le 31-12. Donc, en général, entre Noël et Nouvel An, on a cette loi de finances qui sort. Donc, nous, on est assez occupés. C'est votre période de rush. C'est notre cadeau de Noël, disons. D'accord. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on suit beaucoup et surtout les amendements. C'est-à-dire qu'on a déjà un projet, on le connaît dès septembre, dès octobre et on doit suivre un petit peu ce qui se dit. Les allers-retours. Exactement, et les amendements qui sont proposés par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Et j'imagine que la suite de votre calendrier, c'est jusqu'à la déclaration
déclaration d'impôt. Exactement, parce qu'on a aussi les décrets d'application et les instructions de l'administration fiscale qui suivent la loi de finances. Donc on a beaucoup d'informations à intégrer. Et au moment de la déclaration d'impôt, et je tiens à signaler que cette année, elle ne fut pas facile. Ouais. Parce que on est d'accord, on vient d'en sortir, on a tous fait nos impôts et on a plein de petites cases à droite à gauche, des options possibles, des petits commentaires en italique. Ça, pour le contribuable, c'est compliqué de comprendre quels sont les tenants et aboutissants. Donc nous, en tant que conseil, on a été beaucoup sollicités cette année pour pouvoir aider à la déclaration d'impôt et surtout comprendre le mécanisme du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement de l'impôt, le CIMR. Donc ça, c'est dans le cadre du prélèvement à la source, c'est ça? Tout à fait, le CIMR. Juste, Laurence Bridet-Lelong, avant d'aller sur le prélèvement à la source, qui est quand même la grosse innovation cette année, vous aussi, vous avez regain de stress de la part de vos clients entre Noël et jour de l'an jusqu'à la moitié de l'année d'après? Le stress, en tout cas pour cette année, les gens l'ont déjà, les clients l'ont déjà maintenant. Oui, oui. Ah oui, pour l'année prochaine. Oui, pour l'année prochaine. Par contre, oui, de manière générale, à partir de novembre, on sent une espèce d'ébullition, et il faut répondre à nos clients, ce qui n'est pas toujours évident, parce que comme vient de l'expliquer Nora, en fait, on n'a pas une lecture précise, donc on peut donner que des indications plus ou moins précises, mais il faut quand même avancer. Donc, Mais est-ce que ça arrive, par exemple, que certains clients, je pense aux particuliers, vous disent remplissez ma feuille d'impôt à ma place, ça sera plus simple? Bien sûr. L'IFI, on le fait pour nos clients. Les déclarations de revenus, les professionnels de manière générale le font, surtout s'il y a des revenus fonciers, surtout si on est dans des régimes spéciaux, qu'il y a des revenus exceptionnels. Oui, les gens sont dépassés, on peut dire. Une certaine catégorie est dépassée, bien sûr. Nora Vartagnan, 2019, année difficile, particulièrement le prélèvement à la source qui vous a créé des hauts le cœur. Voilà, ça a été difficile, mais en fait, ça a été tardivement. Enfin, j'ai eu l'impression que les gens s'en sont rendus compte, ont commencé à poser des questions quand même assez tardivement. Donc, il y a eu vraiment... Quand vous me dites les gens, c'est les entreprises ou c'est les particuliers? Oui, les contribuables. Parce que le contribuable, il n'a rien à faire. Alors, pour un salarié, non. Ouais. Mais nos clients, c'est les chefs d'entreprise. Donc, forcément, il y a une partie où on détermine la rémunération dans l'entreprise et qu'il faut déclarer après dans ses revenus personnels avec son foyer et ses autres revenus. Donc, ça pose des questions. Et donc, il fallait répondre à ces questions, ce qui nécessite vraiment des études. Donc c'est pour ça que je dis cette année, on a été beaucoup plus sollicité pour pouvoir accompagner donc le chef d'entreprise ou bien des cadres qui gagnent bien leur vie, qui ont différents types de revenus et qui se posent des questions, par exemple, comme l'a dit Laurence, sur les revenus fonciers. Donc, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais des travaux cette année ou pas ? Voilà, il y a eu des questions d'anticipation, mais finalement... ils ont été assez vite maîtrisés et quand il a fallu déclarer, c'était une deuxième vague de questions. Oui. Et la question de l'année blanche, ça a été bien intégré, bien compris? Est-ce que ça a été bien compris? Il y a eu beaucoup d'incompréhension. Voilà, les gens ne comprenaient pas, je pense, complètement. Est-ce que je ne paye pas du tout d'impôts sur l'année dernière? Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un cadeau? Oui. Qu'est-ce que je déclare? Est-ce que ça va être décalé? Facile, hein. Voilà. Est-ce que c'est décalé? Est-ce que c'est reporté? Non, sincèrement, c'est vraiment compliqué. Moi, je dois avouer que pour ma déclaration personnelle... Vous avez fait appel à un notaire conseil? Non, mais il y a des nouvelles cases qui sont apparues. Donc, on n'a pas les réflexes habituels et ça a été compliqué. Bon, le prélèvement à la source, autre nouveauté cette année? Alors oui, il y en a eu beaucoup. C'est vrai qu'on peut en citer quelques-uns. Il y a aussi, alors si on reste chez le contribuable, il y a quand même les remboursements des crédits d'impôt et réductions d'impôt. Donc on a eu un acompte de 60% en février 2019. Donc là, certains contribuables vont avoir une bonne surprise, donc ne pas payer d'impôts, mais en plus avoir le remboursement du solde de leur crédit d'impôt. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ceux qui ont des revenus exceptionnels, donc là, on rentre dans tous les types de revenus. Dans ce cadre-là, il faut savoir ce que c'est qu'un revenu exceptionnel et à quel taux il sera imposé. Parce que c'est pas le taux du barème progressif, mais c'est le taux moyen.
Donc ça, c'est nouveau cette année, ça sera que cette année. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le taux moyen est plus avantageux que le barème progressif. Donc certains contribuables se sont dit, c'est l'année où je dois faire plus de revenus. Donc ça, c'est un des cadres où on a pu accompagner nos chefs d'entreprise. Ça, c'était début 2018 alors. Non, c'était tout 2018. Ah oui, 2018 en déclaration des revenus, là, en mai-juin 2019. Et l'autre gros changement, c'est le CICE. Alors, l'autre gros changement pour les entreprises, évidemment. Le CICE. Donc, cette année, en 2018, on avait eu, donc la loi de finances avait prorogé le CICE. Donc, ça s'arrête fin 2019. Fin 2018, au revenu 2018. Donc là, on a demandé le remboursement ou bien on a imputé le CICE sur les rémunérations de 2018 sur l'impôt 2018. Et maintenant, en 2019, le CICE, c'est fini, donc est complètement arrêté. Mais on a eu une baisse des cotisations sociales. Donc, ce qui est intéressant, c'est en 2019, ça va être une bonne année parce qu'on a eu la baisse des cotisations sociales. On a eu pour certains le remboursement du CICE. Si on n'avait pas d'impôt, on était remboursé du CICE. Donc c'était vraiment un coup de pouce. Mais par contre, en 2020, donc comme on n'a plus le CICE, on n'aura que la baisse des cotisations sociales. Et c'est moins intéressant qu'un crédit d'impôt. Ah oui, vous êtes une publicité à vous toute seule, Nora Vartagnan, pour les experts comptables. Parce que alors pour celui qui a pris un papier, un crayon et qui a noté la différence entre 2019 et 2020, franchement, faites appel à un spécialiste. Parce que la probabilité de se planter de bonne foi est quand même très forte. Donc ça, c'est notre sujet après. Peut-être Laurence Bridet-Lelong, on se trompe de bonne foi et parfois pas de bonne foi. Comment on fait le distinguo? Quelle est la règle? Qu'est-ce qu'accepte Bercy? Bercy, déjà, normalement, il ne faut pas se tromper. Normalement, on doit déclarer ses revenus avec toute la difficulté des revenus exceptionnels, la difficulté des revenus fonciers. Mais si vraiment on a fait une erreur, d'abord, on peut faire une correction. Ça, c'est possible. Y a pas même après la déclaration. Même après, on peut rectifier. Donc ça, c'est déjà important. Si vraiment on a fait on ne se rend pas compte qu'on a fait une erreur, à ce moment-là, il est possible de faire des... Demande spontanée. Oui, une demande spontanée, c'est ça, d'aller vers l'administration et puis d'aller les voir et dire voilà, je me suis plantée. Voilà, il faut toujours mieux aller les voir de toute façon. Ça, c'est préférable plutôt que subir. Et voilà. En cas de faute, on regarde combien d'années en arrière Alors, c'est 3 années en arrière plus l'année en cours. D'accord. Donc ça fait quand même... Ça fait 4 ans. Mais après, c'est terminé. On ne regarde jamais avant, c'est trop tard. Non. Oui. Donc, il y a la fois où vous vous êtes trompé et puis il y a la fraude, quoi. Alors là, c'est autre chose. Là, on fraude. Donc, il y a la loi de finances, en fait, a apporté une modification assez importante, puisqu'en fait, il y avait l'article 64 du livre des procédures fiscales qui permettait à l'administration de faire une procédure quand il y avait un fraudeur qui faisait une fraude principalement fiscale. Son but, c'était d'éluder l'impôt. Voilà. Et là, la loi de finances, en fait, a apporté une modification puisqu'elle a créé le mini-abus de droit. Alors, c'est mignon. Ça s'appelle comme ça. Oui, c'est mignon. Mini-abus de droit. Le mini-abus de droit. Donc, en fait, c'est pour les contribuables qui fraudent, mais dont le but principal, dont le but n'est plus principalement fiscal. En fait, on joue sur la notion de principal. C'est un petit peu... C'est plutôt exclusivement. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est la loi. Alors, il faudrait que vous nous donniez un exemple. Alors, un exemple, on ne peut pas vous donner d'exemple parce que d'abord, c'est nouveau et puis c'est l'appréciation des tribunaux. En fait, ça veut dire que je fais une structuration dans mon patrimoine qui n'a d'utilisation ou qui n'est en vigueur uniquement que pour être avantageux fiscalement. Voilà, le but, c'est de ne pas payer d'impôts. Alors, c'est légal. Alors justement, l'administration est venue indiquer si ça résulte de textes précis, dans ces cas-là, c'est pas une fraude. Par exemple, les donations
avec une réserve d'usufruit. Il y a un texte spécial qui le prévoit, donc ça n'est pas une fraude. Par contre, on voit bien à partir du moment où on va commencer à faire un montage avec des choses spécifiques, avec l'administration est en droit aujourd'hui de dire, en fait, vous avez fait cette opération dans un but exclusivement fiscal. Ce qui est quand même une appréciation compliquée parce que toute une partie du travail de l'avocat fiscaliste ou du notaire spécialisé en droit fiscal est aussi d'optimiser le patrimoine en fonction des règles fiscales. Oui, mais c'est là il va falloir s'entourer de bons conseils et de pas s'entourer de conseils de vendeurs un peu qui vendent des schémas un petit peu pré-industrialisés. Il faut vraiment voir si le schéma répond à un article au niveau de la législation. Oui, il faut que ça soit écrit quand même. Il faut que ce soit écrit et prévu par le... Pas trop d'innovation fiscale. Ah, on peut innover, mais il faut que ça soit quelque chose d'écrit dans les textes, dans le Code général des impôts. Donc ça, c'est le mini abus de droit. On risque quoi? Alors... Allez-y, Nora. Justement, là, on attend l'instruction fiscale. Pour l'instant, on peut pas... on ne sait pas pour l'instant combien on... Donc, en fait, par exemple, pour l'abus de droit, je ne parle pas du mini-abus de droit. Pour l'abus de droit, c'est automatique. Si vous êtes condamné, vous avez fait un abus de droit, vous êtes jugé comme avoir fait cet abus de droit, c'est 80%. Mais 80% de pénalité, pardon. Mais de quoi? 80% du montant de votre fraude? Du montant de l'impôt éludé. Ah d'accord. C'est la pénalité. Et de l'autre côté, nous avons donc le mini-abus de droit. Et là, on attend l'instruction. Ça sera laissé à l'appréciation de l'administration qui pourra redresser, d'une part, et d'autre part, mettre des pénalités. Donc, pour l'instant, ça, c'est vraiment tout neuf. C'est vraiment tout neuf et c'est d'application 2021 sur les actes 2020. Ah bon, donc on est tranquille. Voilà. Là, mais l'abus de droit existe toujours. Mais alors, la différence existe toujours. Alors, la différence entre abus de droit et mini-abus de droit, elle se situe vraiment où? C'est deux procédures différentes. Il y a toujours l'abus de droit et il y a toujours le mini-abus de droit. Donc, en fait, ça donne un pouvoir plus large à l'administration. En fait, le champ d'application de la fraude s'est élargi, avec un pouvoir plus important pour l'administration. Puisqu'avant, il faut comprendre que l'administration n'avait que cet article 64, et donc c'était très restrictif. Elle avait beaucoup de mal à trouver des montages exclusivement fiscaux. Donc, il y en avait très peu, en réalité. Il y en a à peine une cinquantaine, et encore sur les 50. Par an oui, donc c'est pas énorme. En fait, c'est ça, ça veut dire connu. Voilà, c'est vraiment... il faut... Mais parce que ça demande de la part de l'administration fiscale une enquête recherche, longue, donc une identification potentielle des fraudeurs. C'est pas beau. Après, les abus de droit qui sont caractérisés par l'administration fiscale, enfin pour nous notaires, ça nous paraît tellement évident. C'est vrai que ce sont des contribuables qui sont allés un peu loin. Là, dans le mini-abus de droit, ça va être un peu plus compliqué parce que ça va être à l'appréciation des juges. Donc, ça donne un petit peu un risque pour le contribuable, pour le professionnel aussi, parce qu'on ne sait pas en fait si... on est carré ou si... Oui, parce que ce qu'on ne comprend pas bien, c'est où est la limite, puisque vous me dites, il y a un cadre, mais par exemple, vous créez un usufruit avec votre famille, dans le cadre d'une donation d'un bien, c'est aussi... C'est autorisé. Mais c'est fiscal. Oui, mais c'est visé par un texte de loi, donc il n'y a aucun problème. Mais en fait, la différence entre le mini-abus de droit et abus de droit, c'est que l'un est exclusivement avec une sanction qui est prévue. Donc, c'est vraiment, on recherche exclusivement soit d'éluder l'impôt, soit de le minorer, donc par des montages ou bien par une situation complètement fictive. Et dans l'autre cas, c'est qu'il est principalement fiscal. C'est-à-dire que la difficulté, et comme dit Laurent, c'est qu'on a élargi justement le champ d'intervention de l'abus de droit en mettant le mot principalement en plus de exclusivement. Avant, il fallait que ça soit que exclusivement fiscal. Mais les contribuables disaient, mais non, moi je fais une réorganisation de mon patrimoine personnel. Évidemment. Donc avec une dimension fiscale, voilà, ce qui est quand même avec une dimension fiscale. Et de l'autre côté, avec le mini... Voilà, en fait, ça suffisait, quand on avait un montage, ça suffisait de dire, non, je n'ai pas fait ça que pour des raisons fiscales. J'ai fait ça aussi pour des raisons économiques, pour des raisons de transmission patrimoniale. Et donc,
Et de ce fait, il n'y avait pas d'abus de droit. Maintenant, avec le principalement fiscal, on voit bien la nuance. Est-ce que je ne pourrais plus dire, j'ai fait ça aussi pour des raisons de transmission ou des raisons économiques? Ça ne va pas suffire. En fait, maintenant, il faut que ça soit visé par un texte. Donc la donation, il y a une réponse très claire là-dessus. La donation avec des réserves d'usufruit n'est pas visée par l'abus de droit. Ce qui veut dire pour 2020, ça va être votre travail pour 2019. Il va y avoir un petit peu, pas de ménage, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas de situation patrimoniale à regarder dans le détail. Tout à fait. Oui, on s'attend en 2019. En tout cas, c'est un message qu'il faut passer. Il faut revoir faire des arbitrages au niveau patrimonial, c'est cette année. Nora Vartagnan, vous travaillez essentiellement avec les chefs d'entreprise. C'est quoi, par exemple, les cas de fraude classiques auxquels vous êtes confrontés? Alors, j'espère ne pas être trop confrontée à ces cas-là, parce que c'est toujours embêtant. Mais en tout cas, l'administration fiscale, elle a publié 24 cas de montage qu'elle juge frauduleux. Ouais. Donc ça, c'est sur un site internet, c'est complètement public. On peut aller le voir. Donc voilà, vous pouvez aller voir. Ouais. Donc voilà, je ne peux pas donner comme ça. Et dans les cas, par exemple, dans les 24 ? Alors, je vais peut-être plutôt parce que c'est assez détaillé, mais sans rentrer dans le détail, je vais vous prendre une jurisprudence qui est récente. Donc, il y a eu un architecte qui souhaitait céder son entreprise, enfin sa patientèle. Non, pardon, un clientèle, excusez-moi. Ça marchera aussi pour un médecin. Et vous savez, vous avez droit à des abattements en fonction du chiffre d'affaires si, sur les droits d'enregistrement. Et cet architecte-là, il s'est dit 3 mois avant la fin de son activité, il commençait un petit peu à arriver au seuil du chiffre d'affaires et il ne voulait pas perdre justement le droit à ces abattements-là. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un remplaçant. Donc, il a créé une situation fictive, quelque part. Donc, il rentre dans l'abus de droit, parce que sinon, il aurait dû travailler jusqu'à la fin. Il n'avait pas besoin de remplacement. Donc, il a été jugé sur le fond qu'il avait créé une situation pour profiter d'un avantage fiscal. Donc, il a arrêté son chiffre d'affaires à un moment T pour prendre un remplaçant. Et bénéficier de l'abattement total sur la plus-value de la cession de sa patientèle. Donc lui, redressement. Et lui, redressement. Donc ça, c'est un cas de jurisprudence. Donc en fait, il n'y a pas un montage type. Il faut vraiment avoir en tête, il faut analyser pourquoi on le fait. Mais ces 24 cas, ce sont des cas quand même qui sont bien précis, très, très documentés. Alors, c'est pas forcément à chaque fois, c'est pas une liste exhaustive, c'est pas que ça, mais ça donne des exemples. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir. Donc, si vous vous posez la question en vous disant est-ce que c'est légal, parce que peut-être qu'ils ne savaient pas, en fait, tout simplement, est-ce que c'est légal il savait peut-être pas qu'il tombait dans l'abus de droit, mais quelque part, il cherchait vraiment à bénéficier, à maximiser, en fait, à optimiser sa situation fiscale en ne pas payant de droits sur les plus-values. Laurence Bridel-Lelong, vous avez été confrontée à des cas récents de fraude ? Non, je n'ai pas été confrontée à des situations de fraude parce qu'en fait, en général, chez le notaire, on fait un audit, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher le pourquoi du comment, l'objectif recherché. Et si on sent qu'on est sur un biais pas très Vous pouvez être tenu responsable ? Bien sûr qu'on peut être tenu responsable. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'engager nos clients dans des situations qui seraient frauduleuses. Sur la loi de finances 2020, celle qui va vous occuper pour vos prochaines vacances de Noël, c'est quoi les pistes là, que vous commencez de regarder ? Alors, ce sont tout ce qui est transmission à titre gratuite. Il est fort probable que les lois changent. Donc les donations, les successions, on n'a pas, là on est au mois de mai-juin, donc on n'a pas encore de pistes, mais en tout cas c'est une attente de nos clients et puis tout ce qui concerne je sais pas quoi. Sur les donations successions, si le cadre change, nous on reçoit des notaires quasiment toutes les semaines, c'est une grosse partie de l'activité quand même, notamment avec les particuliers, ça risque de faire un gros chamboulement. Alors oui, pour les particuliers, mais pour les entreprises aussi, puisqu'on fait des donations avec des packs Dutreil pour le chef d'entreprise. Packs Dutreil qui a déjà changé, c'est ça, en 2019. Qui a beaucoup changé en 2019, qui a été assoupli. Donc
donc, on cherche avec les chambres d'entreprise à optimiser les schémas de manière tout à fait légale, sans aucune fraude. Et donc, comme ce sont des opérations qui nécessitent un certain temps de l'anticipation et de la réflexion, ben oui, ça va nous occuper en 2019, en 2020. Ce que j'aimerais rajouter, faut pas avoir peur non plus de choisir la meilleure option fiscale, parce que quand on a deux options fiscales oui, il ne faut pas se brider. Exactement, ça soi-même. Voilà, ça c'est prévu. En ayant peur de faire une fraude. Exactement. Donc ça, il faut l'avoir en tête. C'est vraiment, il faut pas faire des montages qui sont vraiment exclusivement et à partir de 2020 principalement fiscal. Ça sera notre mot de la fin. Merci Nora Vartagnan. Je rappelle que vous êtes présidente du comité association de l'Ordre des experts comptables Paris-Île-de-France. Merci à Laurence Bridet-Lelong. Vous êtes notaire à Orléans. Et puis bonne chance pour cette loi de finances 2020 qui va vous occuper de maintenant jusqu'à l'année prochaine. C'est ça ne s'arrête jamais. Merci à tous de nous avoir suivis sur BFM Business et à très bientôt pour un nouveau Club du droit.